Merci. Je vais donc prendre la suite en parlant d'un sujet un peu particulier qui est une approche dite bio-inspirée pour développer des catalyseurs. Et vous allez voir qu'une des problématiques, c'est en effet de se poser la question du remplacement de métaux nobles, on vient de l'évoquer, par des métaux moins nobles, plus abondants, peu chers, enfin, etc. Alors il y a une sorte de... Donc je voudrais passer quelques temps pour expliquer un petit peu ce que c'est que cette démarche de biomimétique, bio-inspirée, et vous donner quelques exemples, en particulier en vous montrant ce qui a été fait dans mon laboratoire. Il y a une sorte d'idée générale qui est à la base de toute cette démarche, c'est le fait que ça ne marche plus très bien d'ailleurs ce truc-là, la machinerie vivante est dotée de performances exceptionnelles et que ces performances exceptionnelles viennent de 4 milliards d'années d'évolution qui ont permis l'élaboration de molécules et de macromolécules, de matériaux, de procédés, de catalyseurs absolument uniques, qui sont ceux qui sont contenus dans les organismes vivants, fournissant à cette machinerie des capacités de réplication, bien sûr, mais de régulation et d'adaptation à l'environnement et de réparation permanente, qui fait que c'est un système qui se propage, qui se réplique et qui est capable de mettre en œuvre des milliers de réactions chimiques en permanence. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que en réalité, bien sûr que la nature fait des choses exceptionnelles que le chimiste ne sait pas faire encore, mais en même temps, toutes les performances du monde vivant ne sont pas exceptionnelles. On va prendre le cas de la photosynthèse, par exemple, où les rendements, comme vous le savez, les rendements de la photosynthèse en termes de quantité d'énergie stockée sous forme chimique par rapport à la quantité d'énergie solaire récupérée, est faible, elle est pour les plantes inférieure à 1%, donc ce n'est pas exceptionnel. En même temps, la nature n'a pas comme objectif, le monde vivant n'a pas comme objectif d'avoir tous les rendements à 100%. Dans le cas de la photosynthèse, d'ailleurs, ça serait un problème. Mais voilà, néanmoins, à partir du moment où on admet que le système vivant a tout un tas de propriétés exceptionnelles, évidemment, on peut considérer que c'est une source d'inspiration pour un certain nombre de problématiques que l'homme ne sait pas régler tout seul. En fait, il faut bien voir que cette forme de vie, cette machinerie, elle a eu certes 4 milliards d'années d'évolution pour être optimisée, mais en même temps, elle s'est mise en place dans des contextes extrêmement contraints. Donc vous allez voir qu'une idée de la chimie bio-inspirée, c'est évidemment de sortir de ces contraintes tout en restant bio-inspiré. On n'est pas obligé, lorsqu'on fait de la chimie bio-inspirée, de rester dans les mêmes limites de température et de pression que celles qui prévalent à la vie. On n'est pas obligé non plus de se limiter à un solvant comme l'eau. On peut faire de la chimie dans d'autres solvants. Évidemment, le système vivant est organisé pour utiliser essentiellement des substrats et des produits non toxiques, des éléments chimiques qui sont en quantité abondante. Typiquement, il n'y a pas de système à base de platine dans n'importe quel système vivant. Et puis, finalement, la vie s'est construite à partir de petites molécules, comme l'eau, le CO2, l'azote, l'oxygène, enfin, etc. Et à nouveau, ces contraintes sont extrêmement dures et on peut imaginer que sur la base d'autres contraintes, d'autres chimies sont possibles et c'est pour ça qu'on va élargir le champ d'investigation. Et donc, à partir de toute cette considération-là, les chimistes se sont dit, eh bien finalement, pour
une réaction chimique donnée ou pour une molécule donnée, on peut simplement s'appliquer à copier. Alors là, on parle de biomimétisme, mais on peut aller plus loin en s'inspirant, et je vais vous définir ce que je comprends par bio-inspiration, en s'inspirant du vivant dans le but d'inventer, alors je le mets entre guillemets parce que ce n'est pas au fond une vraie invention puisque c'est une copie, mais c'est quand même aussi une forme d'invention de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules, de nouveaux procédés. Alors, il y a une chose qui est très importante dans cette démarche, c'est que pour copier, il faut quand même comprendre. Et c'est un parti pris depuis des années, depuis toujours, depuis le début dans mon laboratoire, dans mon activité de recherche, de faire à la fois de la biologie et de la chimie dans mon laboratoire. Dans mon labo, il y a des gens qui font... Enfin, dans mon labo, on fait pousser des bactéries, on travaille sur des systèmes enzymatiques, sur des protéines, mais on fait aussi des catalyseurs moléculaires de synthèse, des catalyseurs solides, et on essaye de parcourir le chemin entre biologie moléculaire, disons, et chimie. Et donc, évidemment, c'est extrêmement exigeant. On est dans cette interface entre chimie et biologie dont on nous parle beaucoup, mais qui au fond est assez peu soutenu parce que c'est extrêmement difficile d'être dans ces interfaces, dans la mesure où, au fond, aujourd'hui, on attend dans le monde du travail, par exemple, d'avoir des très très bons chimistes ou des très très bons biologistes, mais quelqu'un qui ne serait ni chimiste ni biologiste, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a de vraies questions sur la formation de ces domaines-là. J'aime bien ce diagramme que Jean-Marie Laine a souvent présenté, et je le présente à sa place à nouveau. Vous voyez, qui consiste à dire, bien au fond, quand on a un diagramme comme ça qui porte en ordonnée la complexité et en abscisse la diversité, eh bien on peut... bon là, il y a... On peut, si vous voulez, on peut considérer la chimie dans cet espace-là, c'est-à-dire de complexité limitée, de grande diversité parce que finalement les chimistes sont capables, si on leur laisse le temps et l'argent, sont capables de synthétiser n'importe quelle molécule, mais en même temps, enfin n'importe quelle molécule, c'est-à-dire une très grande quantité de molécules diverses, mais pas obligatoirement les plus compliquées. À l'inverse, la biologie occupe cet espace-là avec une diversité limitée. Il y a 20 acides aminés, 4 bases nucléiques, enfin, etc., etc. Mais utilisant ces éléments pour faire des systèmes d'une très grande complexité. Et donc, au fond, si on se demande où est-ce qu'il faut aller chercher, évidemment, c'est dans cet espace vide, cet espace vierge, c'est-à-dire à faire de la chimie de plus en plus complexe et de la biologie de plus en plus diversifiée. Et il y a tout un tas d'approches pour faire ça. Aujourd'hui, par exemple, la biologie synthétique est un domaine dans lequel, finalement, on travaille pour élargir la diversité biologique. Et d'une certaine façon, la chimie bio-inspirée consiste à essayer d'occuper cet espace à travers une démarche qui consiste à utiliser évidemment la puissance de la synthèse de la chimie, mais qui maintenant s'adresse à des systèmes de plus en plus compliqués, de plus en plus sophistiqués. Et donc je crois qu'il vaut mieux avoir en tête cette démarche de chimie bio-inspirée qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large, où la démarche n'est pas tellement de reprendre la combinaison de molécules et d'atomes naturels qu'on trouve dans un système biologique et d'en faire bêtement, entre guillemets, la copie, même si ce n'est pas si bête que ça, parce que c'est assez difficile, ne serait-ce que de copier, simplement copier un élément du vivant. Mais au fond, la démarche, c'est plutôt d'essayer de comprendre les principes de l'organisation biologique, structurale, les principes du fonctionnement biologique et d'utiliser ces principes-là pour construire
des systèmes bio-inspirés à partir de combinaisons d'atomes et de molécules naturelles, mais aussi non naturelles. Je veux dire par là que si un système enzymatique est à base de fer, rien ne m'interdit de construire un système à base de cobalt, parce que les principes pourraient être respectés, même si le chimiste choisit de prendre du cobalt à la place du fer, parce que par ailleurs, il y a un certain nombre de bonnes raisons pour utiliser du cobalt à la place du fer dans certains contextes. Et là où on peut aller, y compris plus loin, et ça c'est vraiment très très récent, c'est que on peut traduire une réalité moléculaire qui est celle du vivant, parce que comme vous le savez, la nature vivante, les bactéries, nos cellules, c'est essentiellement des molécules. Eh bien, on peut traduire cette réalité moléculaire, biologique, en chimie du solide, en chimie hétérogène. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Comment faire un solide qui est bio-inspiré, c'est-à-dire inspiré de quelque chose qui n'est pas solide, mais qui est moléculaire. Et je vous donnerai quelques exemples. Alors, maintenant, je repars dans le domaine qui vous intéresse et qui nous intéresse tous, qui est celui des technologies, des nouvelles technologies de l'énergie. Et c'est dans ce domaine-là que je vais vous donner quelques exemples pour illustrer cette approche de chimie bio-inspirée. Alors Pierre a parlé abondamment de stockage. C'est évidemment une question centrale du développement des énergies renouvelables. D'ailleurs, en passant, j'en profite pour dire que c'est pour ça que je pense que des scénarios extrêmes comme celui de Négawatt a assez peu de chances d'être appliqué, dans la mesure où si on faisait le calcul de la quantité à stocker, si on remplaçait tout par des énergies intermittentes, seraient des quantités colossales et qu'on n'est pas encore en capacité d'assurer. Mais c'est par des technologies dont celles qui viennent d'être évoquées qu'on va y arriver. Et donc au fond, le schéma sur lequel je travaille, comme Pierre d'une certaine façon, c'est si on veut utiliser des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, eh bien il faut que je mette en place des technologies qui soient capables de transformer des protons, donc de l'eau, et vous verrez du CO2 également. Tout à l'heure, Pierre a évoqué le fait qu'il n'y avait pas que le stockage dans l'eau, enfin dans les protons, dans l'hydrogène, dans la liaison chimique HH, mais qu'il y avait aussi d'autres molécules qui pouvaient être considérées. Et vous allez voir que je vais parler du CO2 aussi. Mais en gros, transformer ces molécules en molécules à haute densité énergétique, à travers la création de liaisons dans les hydrocarbures, dans la biomasse, dans l'hydrogène. Évidemment, énergie des liaisons qui vient de l'énergie solaire qui a permis de transformer ces molécules. Et par ailleurs, comme vous le verrez, ces transformations, qui sont évidemment thermodynamiquement défavorables, mais qui sont assistées par l'énergie solaire qu'on lui applique, ont un autre problème, c'est qu'elles sont cinétiquement contraintes. Elles sont, par le fait qu'elles sont multi-électroniques, multi-protoniques, etc. Et donc il faut absolument des catalyseurs. Tout à l'heure, on a parlé du platine. Je ne sais pas ceux qui sont spécialistes de toutes ces questions, mais la raison pour laquelle il y a du platine dans les dispositifs dont on parlait, entre autres, c'est parce qu'il faut des catalyseurs. C'est-à-dire toutes ces réactions de transformation dont on parle sont des réactions qui sont cinétiquement extrêmement lentes, et pour qu'elles aient un quelconque intérêt sur le plan industriel, il faut qu'elles soient fantastiquement accélérées, donc il faut des catalyseurs. Évidemment, cette montée ici en énergie n'a de sens que si cette énergie stockée en haut, là, peut être redonnée sous une forme ou sous une autre, sous forme de chaleur, d'électricité ou pour faire de la chimie. Alors, j'ai parlé de photosynthèse et effectivement, c'est un système dont les chimistes essayent de s'inspirer pour développer de nouvelles technologies pour l'énergie. Alors, le système photosynthétique, c'est un système absolument fascinant. Depuis très longtemps, les chimistes, les biologistes s'attachent à en comprendre la structure et le mécanisme. Et en gros, pour simplifier, si vous voulez, vous avez un système très complexe de protéines à l'intérieur d'une membrane cellulaire
qui est le photosystème, qui a tout un tas de molécules. Ce sont des molécules qui fixent les photons solaires. Ceci a comme effet d'exciter les électrons des photosensibilisateurs qui sont sur ce photosystème, de créer des trous très oxydants qui oxydent l'eau en oxygène et récupèrent les électrons de l'eau. Et ces électrons, ensuite, sont envoyés à travers tout un chemin de transfert d'électrons très complexe que je ne détaille pas, mais au cours duquel ces électrons perdent de l'énergie, à tel point que vous avez besoin d'un deuxième photon qui, à nouveau, réexcite ces électrons qui sont ensuite utilisés pour fixer le dioxyde de carbone de l'air, pour ensuite donner eh bien, toute la biomasse pour simplifier. Donc, c'est un système absolument incroyable où vous avez du Soleil qui tape sur un système moléculaire et ce système moléculaire utilise cette énergie pour transformer un mélange dioxyde de carbone eau en toute la biomasse qui nous entoure, les sucres, enfin toutes les molécules de la biomasse. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Alors pour simplifier et pour aller vite, pour moi il y a deux façons extrêmes de copier ce fonctionnement-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle une cellule photoélectrochimique. En gros, c'est la mise au point d'un dispositif qui ressemble à ça, qui est constitué ici à droite d'une photoanode. Alors quand je parle de photoélectrode, j'entends obligatoirement la combinaison d'un matériau de type semi-conducteur pour capter l'énergie de la lumière et d'un matériau catalyseur parce que les réactions qui sont mises en œuvre nécessitent d'être catalysées. À cette photoanode, le semi-conducteur attrape les photons du Soleil, crée des trous et des électrons excités. Les trous, moyennant les bons catalyseurs, servent à oxyder l'eau en oxygène et les électrons, ensuite, vont à une cathode. Mais le plus souvent, je ne rentre pas dans le détail, il faudrait que ce soit aussi une photocathode où les électrons devront être réexcités à nouveau par un morceau du Soleil. Ces électrons réexcités, réénergisés, seront utilisés pour réduire les protons en hydrogène ou le dioxyde de carbone, comme vous le verrez, en molécules carbonées utiles. Ça, c'est un premier schéma. C'est un domaine de recherche en pleine activité. Peut-être celui qui a qui a fait le plus de publicité pour cette approche-là, c'est Daniel Nocera au MIT, maintenant à Harvard, qui a promu cette idée de feuille artificielle. Ici, vous voyez, c'est l'exemple de cette feuille artificielle. Donc, cette plaque est ici mise dans l'eau, elle est éclairée et vous voyez des bulles qui se dégagent, et c'est de l'hydrogène. Et en fait, comme vous le voyez ici, c'est une plaque qui contient à la fois un semi-conducteur, donc ici c'est une triple jonction à base de silicium, il y a un catalyseur, alors qui n'est pas à base de platine, de nickel, de molybdène, de zinc, un alliage pour faire la réduction des protons en hydrogène, et de l'autre côté vous avez un oxyde de cobalt pour faire l'oxydation de l'eau en oxygène. Donc voilà le type d'approche très simple qui est vraiment de l'approche bio-inspirée. On peut l'appeler feuille artificielle comme Dan Nocera et qui a un certain nombre de performances, comme vous pouvez le voir ici, où on a un rendement d'énergie chimique sous forme d'hydrogène rapporté à l'énergie solaire qui frappe ce dispositif, qui est de 4,7%. Vous voyez que simplement ce chiffre-là, c'est mieux que la photosynthèse par les plantes, dont j'ai dit que c'était moins de 1%, donc on sait mieux faire que les plantes. Bon, en même temps, vous voyez, c'est un petit dispositif, les plantes font ça sur la surface de la Terre, donc on n'est pas non plus dans les mêmes quantités globales à la fin. Mais en termes de rendement, c'est plutôt assez bien. L'autre approche, et qui rejoint ce que nous a raconté Pierre à l'instant,
c'est de finalement coupler un panneau photovoltaïque avec un électrolyseur, qui est représenté ici. Ici, ce sont les électrons, enfin, on sépare la production d'électrons, d'électricité, de la production de carburant chimique, alors que dans le cas précédent, tout était intégré. Donc ici, production d'électricité qui est ensuite envoyée dans un électrolyseur pour faire de l'oxydation de l'eau à une électrode et de la réduction de notre substrat préféré, de l'eau en hydrogène ou du CO2 en autre chose. Là aussi, il y a des exemples, je vous donne quelques... vous voyez, je vous cite ici un article dans Science de 2014 où vous voyez un travail d'ailleurs initié par Michael Grätzel, qui est un des grands spécialistes de ce domaine, qui couple des panneaux photovoltaïques de type perovskite, qui sont très à la mode, qui ont pas mal de défauts, mais qui sont très à la mode, et vous voyez des catalyseurs, et il insiste dans le titre, hein, qui sont non nobles, vous voyez, à partir de nickel, d'hydroxyde de nickel et de fer, pour faire à la fois de l'oxydation et de la réduction de l'eau. Et vous voyez, le rendement ici est de 12%. Hein. Donc là encore, très très au-dessus de ce que sait faire la plante. Bon, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est la stratégie qu'il faut développer entre le couplage PV électrolyseur ou la mise au point d'une cellule photoélectrochimique. Alors moi, je vous donne ma réponse. Ma réponse, c'est que... enfin, nous, on travaille sur... maintenant, on a travaillé sur les deux stratégies. Cette approche intégrée est effectivement moins coûteuse, parce que tout est intégré, et en même temps, ce sont des technologies qui sont encore très immatures. Donc il y a beaucoup plus de travail ici. Le couplage PV-électrolyse est fondé sur des technologies qui existent, qui se développent. Il y a de plus en plus de PV. Les électrolyseurs ne sont pas des objets inconnus, ils sont même industriels. Donc il y a moyen de travailler sur des électrolyseurs, et c'est ce que nous aussi nous faisons. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est une sorte de cercle vertueux de transformation de l'eau en hydrogène. Si on est capable d'utiliser des énergies renouvelables, comme de l'électricité solaire, en utilisant des électrolyseurs qui sont capables de transformer l'eau en hydrogène et en oxygène, et qu'on est capable aussi d'utiliser cet hydrogène pour faire de l'électricité, par exemple, et qui redonne de l'eau dans ce cycle assez vertueux. Et donc là, on a besoin de piles à hydrogène ou de piles à combustible. Dans ce cas-là, on a effectivement un système assez sympathique de stockage d'énergie sous forme chimique hydrogène qui peut ensuite être donné. Évidemment, comme vous le savez maintenant, cet hydrogène qui s'oxyde ne donne que de l'eau, pas de CO2, pas de gaz à effet de serre. Cette eau qui est fournie ici ferme le cycle. Et il y a une très grosse quantité d'énergie qui est fournie par cette réaction. Mais ce qui est important ici, c'est à nouveau de voir que cette réaction H2O donne H2, qui paraît simple pour un non-chimiste, est en réalité beaucoup plus complexe, puisque comme vous pouvez le voir à l'intérieur ici, cette transformation de l'eau en hydrogène et en oxygène est le fruit d'un processus d'une très très grande complexité, impliquant un grand nombre de protons, un grand nombre d'électrons, et que donc ça devient très très difficile et qu'il faut des catalyseurs. Alors, comment peut-on trouver les bons catalyseurs pour faire ça? C'est une question qui reste. Effectivement, il y a des technologies dans lesquelles aujourd'hui ce sont des métaux nobles comme le platine, parce que effectivement, ce sont des conditions acides, et notamment dans les Proton Exchange Membrane PEM Fuel Cells. Et donc, je voudrais vous montrer une classe de systèmes enzymatiques qui s'appelle les hydrogénases. Il s'avère que dans la nature, il existe des bactéries qui sont capables de faire cette réduction de l'eau en hydrogène, des protons en hydrogène, ou de l'oxydation de l'hydrogène en protons.
C'est une réalité naturelle. Ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit des chimistes désireux de faire des piles à combustible et des électrolyseurs et du stockage de l'énergie. Et pour catalyser ces réactions, évidemment, comme tout catalyseur biologique, la nature choisit des enzymes. En l'occurrence, ici, ce sont des hydrogénases. Et je voudrais vous en dire quelques mots. Il y a deux classes d'hydrogénases dans la nature. Il y a ce qu'on appelle les hydrogénases à nickel-fer sur la gauche et les hydrogénases à fer-fer ici à droite. Donc ce sont des protéines, ce sont des métalloprotéines qui sont remplies d'ions métalliques, à gauche comme à droite. Au cœur de cette protéine, vous avez le site métallique où se fait réellement cette réaction d'interconversion entre protons et hydrogène. Et il faut savoir que ces deux systèmes enzymatiques sont parmi les meilleurs catalyseurs du monde. Ce sont les meilleurs catalyseurs aujourd'hui sur la planète. Si on considère le fait qu'elles fonctionnent sans aucune surtension, elles travaillent au potentiel thermodynamique de la réaction, et à pH 7 et à 30 degrés, elles sont capables de faire plusieurs... Enfin, là j'ai mis 9000, mais il y a des enzymes qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques par seconde. Donc c'est pour ça que lorsque les biochimistes et les chimistes ont découvert ces systèmes enzymatiques, ils ont été absolument fascinés. Ils se sont dit il va falloir que soit on les utilise dans des bioélectrodes, dans des procédés biotechnologiques, soit justement on va s'inspirer de ces systèmes pour inventer de nouveaux catalyseurs. Et c'est particulièrement intéressant parce que, évidemment, quand on regarde le site actif où se fait la réaction, qui est zoomé ici et pour celui-là ici, eh bien, évidemment, on observe qu'il n'y a pas de platine, de rhodium, de métaux nobles. La nature a choisi, et c'est normal, du nickel et du fer. Nickel et fer dans un cas et uniquement fer dans l'autre. Grâce à l'isolement de ces protéines, à leur caractérisation extrêmement fine, notamment dans les synchrotrons, enfin, ce sont des structures cristallographiques, on a une très très bonne information sur la nature atomique de ces systèmes. Et ça, c'est assez fascinant lorsque on a découvert que non seulement il y avait des atomes de nickel et de fer, mais en plus, comme vous pouvez le voir ici, il y a un certain nombre de ligands de type cyanure, ça c'est du cyanure, et ça c'est du monoxyde de carbone. Et c'est la même chose dans l'autre classe. Vous avez deux atomes de fer, ici vous avez du cyanure, et ici vous avez du monoxyde de carbone. De sorte qu'on arrive à ce constat que la nature, pour faire de la transformation d'eau en hydrogène et l'inverse, a choisi un catalyseur métallique à base de nickel et du fer qui comporte des molécules qui sont censées être des toxiques terribles pour les systèmes vivants, monoxyde de carbone et cyanure. Eh bien, ces organismes qui produisent ces enzymes, ces bactéries, synthétisent du monoxyde de carbone et du cyanure pour faire ces catalyseurs. Et nous, au laboratoire, on travaille aussi sur la biosynthèse du cyanure et du monoxyde de carbone par ces bactéries. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc on s'intéresse à ce qu'on appelle la maturation de ces sites actifs. Je rajoute pour compléter la description, c'est que vous voyez ici, vous avez le site actif, nickel-fer, mais ce nickel-fer, il est très enfoui au sein de la protéine, et vous avez ici une chaîne de clusters fer-soufre, ce sont des atomes de fer aussi, qui connectent le site actif ici à la surface de la protéine. Et cet ensemble d'ions métalliques ici est utile pour faciliter le transfert d'électrons entre la surface et le site actif. Évidemment, vous avez, pour faire la réduction des protons ici, il faut que les électrons, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il faut que les électrons arrivent donnés par un donneur d'électrons, ou si on fait la réaction inverse, il faut que les électrons qui quittent l'hydrogène puissent être donnés à un accepteur. Et c'est la même chose ici, vous voyez, c'est la même construction. Il y a un site actif où se fait cette réaction, et vous avez une chaîne de transfert d'électrons assurée par d'autres ions métalliques. Donc c'est un système extrêmement complexe. Et puis dernière chose, ici vous avez un ligand non protéique, c'est un dithiol, et vous voyez que tous ces métaux sont très entourés de soufre. Ici et ici, ce sont des atomes de soufre. Bon, une fois qu'on sait ça,
Eh bien, nous, au laboratoire, et notamment avec Vincent Artero à Grenoble, on s'est intéressé à mettre au point des systèmes biomimétiques, bio-inspirés, qui partaient de l'analyse et de la connaissance qu'on avait de ces systèmes enzymatiques. Et je vais très très vite d'une histoire qui a duré pas mal de temps. Eh bien, on a fait la chose suivante. Considérant une enzyme comme une hydrogénase, que vous voyez ici, à gauche, eh bien, on s'est dit, on va prendre des complexes à base de nickel, on va rajouter ce petit ligand ici, dont je vous ai parlé, a ici un atome d'azote qui est absolument essentiel à l'activité enzymatique parce qu'il sert à faire des échanges de protons. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous n'êtes peut-être pas tous chimistes, mais l'idée c'est de raisonner sur des principes. Je prends un atome de nickel, il me faut des sites où j'échange des protons, donc est-ce que je peux construire un petit complexe qui est comme ça? La réponse est oui. On est parti sur une classe de complexes de nickel qui existait dans la littérature, qui avait été développée par Dan Du Bois aux États-Unis, et qui a la particularité d'avoir un atome de nickel comme dans l'enzyme, c'est pour ça qu'on a pris du nickel. Deuxièmement, d'avoir un atome d'azote ici bien placé, comme il est présent dans l'autre classe d'enzymes pour faire des échanges de protons. Vous voyez qu'ici, le nickel est entouré de soufre. Nous, on a choisi de mettre du phosphore. Alors, voilà, c'est la liberté que j'indiquais dans mon introduction, la liberté que le chimiste peut se permettre, mais le système continue à être bio-inspiré. Ce n'est pas parce qu'on a mis du phosphore à la place du soufre. D'une certaine façon, les chimistes savent qu'il y a un certain nombre de propriétés de ces ligands phosphorés qui sont proches des ligands soufrés. Et puis, dernier point, pour assurer, comme dans l'enzyme, la connexion entre le site actif et la surface à travers la chaîne de métaux dont je parlais, on a accroché ce complexe de nickel sur des nanotubes de carbone, parce que ce sont des éléments extrêmement conducteurs, pour assurer la connexion électrique entre le catalyseur et la surface de l'électrode sur laquelle on a déposé ces matériaux. Et ce faisant, et ça a été un travail qui a été publié en 2009 dans Science et puis un peu plus tard en 2011, on a, je pense que c'est un très très bel exemple permettant d'illustrer l'approche bio-inspirée qui a conduit à un catalyseur qui était tout à fait intéressant, stable, compatible avec les technologies de piles à combustible Proton Exchange Membrane, travaillant à pH acide, comme l'a indiqué Pierre, avec une surtension proche de celle du platine, qui est résistant au monoxyde de carbone, ce qui n'est pas le cas du platine. Donc un matériau, vous voyez, ici il est représenté de cette façon-là ou de cette façon-là, mais c'est une poudre, c'est un complexe de nickel synthétisé par le chimiste, greffé sur des nanotubes de carbone et déposé sur des électrodes. Et depuis, grâce à ce matériau, avec Vincent Artero, on a pour la première fois fait une pile à combustible sans métaux nobles, qui a à l'anode ce matériau, et puis sur la cathode, c'est un matériau qui a été fourni par nos collègues Bruno Jousselm au CEA, à base de cobalt. Cette pile n'est pas très très performante, mais vous voyez que c'est très récent, 2015. Et puis, tout dernièrement, moi je ne travaille plus sur ce système, mais Vincent Artero a encore amélioré le catalyseur, notamment en structurant l'électrode à l'aide de microfibres de carbone sur lesquelles ont été déposés ce matériau bio-inspiré. Et comme vous pouvez le voir ici, en comparant des électrodes classiques de platine avec des électrodes à base de nickel, on commence à avoir des propriétés tout à fait identiques. Donc, grâce à cette démarche bio-inspirée, on a maintenant un matériau tout à fait puissant, aussi bon que le platine, avec même certaines propriétés, en particulier de résistance au monoxyde de carbone, qui sont uniques, et donc avec des propriétés catalytiques comparables. Je vais terminer sur l'autre aspect. J'espère que déjà, avec ce premier exemple, vous avez vu comment on peut s'appuyer sur une information biologique pour en tirer un matériau original.
Là, à nouveau, la question peut se poser, est-ce que c'est une vraie invention ou pas? J'aurais bien sûr tendance à dire que oui, c'est une vraie invention, même s'il y a de l'inspiration et de la copie. Vous voyez qu'entre le matériau moléculaire de l'enzyme, nickel-fer dans une protéine, et notre matériau nickel-diphosphine sur des nanotubes de carbone, on a fait le grand écart. Mais néanmoins, ça reste pour moi un matériau bio-inspiré, parce qu'il a été vraiment construit dans une réflexion qui est allée du biologique jusqu'au chimique et inversement. Même démarche avec le CO2, et là je voudrais vous montrer le cas d'une approche hétérogène, pas homogène, c'est-à-dire pas moléculaire, de chimie du solide. Power to gas, donc c'était de l'électricité dans de l'eau pour faire de l'hydrogène. Ici, c'est une autre approche, une autre façon de stocker. Si vos électrons, donc votre électricité, votre power, vous l'injectez dans un mélange CO2-eau pour faire du monoxyde de carbone, pour faire de l'acide formique, pour faire du méthanol, pour faire du méthane ou des hydrocarbures plus élaborés, éthane, éthylène, propène, éthanol, un jour glucose, un jour des trucs plus compliqués, eh bien vous faites du stockage, hein, bien sûr, puisque vous créez des liaisons chimiques ici, et toute cette énergie-là se retrouve stockée dans les liaisons carbone-hydrogène, carbone-carbone, au même titre qu'elle l'était dans la liaison hydrogène-hydrogène de tout à l'heure. C'est un monde qui est un peu plus récent, enfin il a été ancien, puis abandonné, puis il est en train de réémerger à nouveau. Il est moins avancé que la conversion de l'eau en hydrogène, notamment en termes de rendement, de coût, de sélectivité des réactions, enfin, etc., etc. Et il y a tout un tas de questions pour savoir, au fond, qu'est-ce qu'il faut faire à partir du CO2. Alors on peut faire du CO parce que, évidemment, avec de l'hydrogène, on peut faire des carburants, c'est Fischer-Tropsch. On arrive assez facilement à faire de l'acide formique. Le problème, c'est que l'acide formique n'est pas un gros marché, mais peut-être qu'on pourrait imaginer de faire autre chose avec l'acide formique. Le méthanol, c'est un carburant, donc ça peut être intéressant. Le méthane, aujourd'hui, vu le prix du gaz, ça n'a strictement aucun intérêt de faire du méthane à partir du CO2. Mais peut-être des hydrocarbures un peu plus élaborés, mais évidemment, là, ça devient beaucoup plus difficile, parce que, vous voyez, ici, ces réactions-là, pour donner du CO et de l'acide formique, ce sont des réductions à 2 électrons, comme proton donne hydrogène. Et ici, pour le méthane, on est déjà à 8 électrons, et ici, beaucoup plus, donc ça devient très, très difficile. Mais néanmoins, il y a des recherches et quelques résultats. Du point de vue de la mise au point de dispositifs électrochimiques qui font ça, il y a quelques exemples. On est encore tout au début. Ici, à nouveau, je cite le cas d'un travail de Grätzel, à l'EPFL, hein, à Lausanne, en Suisse. Vous voyez, en 2015, et c'est une sorte de preuve du concept où il couple un panneau photovoltaïque, là encore c'est du perovskite, à un électrolyseur dans lequel il a une électrode à base d'oxyde d'iridium pour faire l'oxydation de l'eau et une électrode d'or pour faire la réduction du CO2 en monoxyde de carbone. Quand vous regardez les rendements, c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, le gros problème, c'est la nature des catalyseurs, très chers, peu abondants. Enfin, il faut faire ça avec d'autres métaux. Et là, je vous parle de quelque chose qui n'en est qu'à ses débuts, qui a été très très peu exploré, qui est le gros projet de mon laboratoire actuellement. C'est l'application de cette démarche de chimie bio-inspirée pour faire de nouveaux catalyseurs pour la réduction du CO2, pour la valorisation du CO2. Est-ce qu'il y a, comme pour les hydrogénases de tout à l'heure, dans la nature, chez les organismes vivants de type bactéries ou autres, des systèmes enzymatiques qui transforment le CO2 en quelque chose d'utile, de type monoxyde de carbone, acide formique, etc. La réponse est oui, ce sont des systèmes qui ne sont pas très très étudiés. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle des CO déshydrogénases, qui interconvertissent le monoxyde de carbone et le CO2. Donc si vous voyez, c'est une réaction à 2 électrons qui fonctionne dans les deux sens.
La plupart de ces systèmes enzymatiques, d'ailleurs, catalysent les réactions dans les deux sens. Et ça, c'est parce qu'elles sont absolument merveilleuses, c'est-à-dire qu'elles travaillent au potentiel thermodynamique, il n'y a pas de surtension, il n'y a pas de ce qu'on appelle de biais. Donc, de ce point de vue-là, on peut les exploiter dans les deux sens. Là aussi, quand on regarde, parce qu'on commence à avoir des informations structurales sur ces enzymes, on s'aperçoit qu'elles sont à base, vous voyez, de nickel et de fer. Alors là, c'est plus complexe que tout à l'heure, mais vous voyez, nickel, plusieurs atomes de fer. Ça, c'est une classe de CO déshydrogénase. Il y a une deuxième classe de CO déshydrogénase, que vous voyez ici, qui contient un atome de molybdène couplé à un atome de cuivre. Donc vous voyez, nickel-fer, c'est ici que se fait la chimie de réduction du CO2, et ici, molybdène-cuivre, et c'est probablement ici que se fait la chimie de réduction du CO2. Dans mon laboratoire, on essaye de comprendre comment fonctionnent ces systèmes enzymatiques, et à nouveau, sur la base de l'interprétation, de la connaissance des principes structuraux et des principes fonctionnels de ces enzymes, on essaye de construire par synthèse des systèmes biomimétiques ou bio-inspirés. Mais je ne vais pas vous parler de ce cas-là, je vais vous parler d'un deuxième cas qui est celui des formiates déshydrogénases. C'est une autre classe d'enzymes sur lesquelles on travaille. Et là, c'est une interconversion entre acide formique et CO2. C'est aussi une réduction à 2 électrons. La chose absolument fascinante, là, c'est que la nature, pour faire cette réaction de transformation du CO2 en acide formique, a systématiquement sélectionné un métal particulier qui est le molybdène ou le tungstène. Pas de fer, pas de nickel, pas de cobalt, pas de cuivre, pas de... Non. Molybdène et tungstène. C'est une chimie que les chimistes connaissent assez bien, bien moins bien que le fer, le cobalt, le nickel, etc. Et moi que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années et sur lequel on s'est lancé. Donc, première remarque, vous voyez ici la protéine, et au sein de cette protéine, vous avez toujours, pareil, un site actif qui est représenté ici, et je voudrais y passer juste 2 secondes. Première remarque, molybdène ou tungstène ici, entouré par du soufre. Et ce soufre, est-ce que c'est du soufre de la protéine? Non, c'est le soufre de cette molécule, qui est une molécule qui s'appelle la molybdoptérine, qui est synthétisée par les organismes vivants et installée ici pour entourer le molybdène. Et ici, ces 2 atomes de soufre, vous les trouvez ici, avec cette fonction soufre, double liaison soufre, qu'on appelle un dithiolène, qui est la chose importante ici. Et ce ligand-là, évidemment, doit conférer à l'atome de molybdène ou de tungstène toutes ses propriétés catalytiques, c'est la base de notre réflexion. Et donc on se dit, si on veut faire quelque chose qui est aussi doué que ça, eh bien, 1, choisissons du molybdène pour faire nos catalyseurs, ce qu'on n'avait jamais fait avant, puisqu'on travaillait sur du nickel, du cobalt, du fer, enfin, etc. Et 2, essayons de synthétiser ce que personne n'avait jamais réussi à faire jusqu'à présent, parce que cette molécule est assez difficile à faire, est très difficile à faire, elle est instable, mais essayons de synthétiser un analogue de cette petite molécule et d'essayer de synthétiser quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Première étape est au cours de la thèse de Jean-Philippe Porcher avec Yoon Xu-Li, il a été possible, et alors là, je ne vous détaille rien du tout de ce schéma. Chaque fois, ce schéma, il prend une dia, on n'en parle jamais, et c'est 2 ans et demi de travail d'un étudiant. Mais néanmoins, on a réussi à faire cette molécule. Cette molécule, vous la verrez encore un peu mieux ici. La voilà. Elle a tout un tas de caractéristiques qui rappellent le ligand naturel que vous voyez en bas à gauche. Et à partir de ce ligand, on a été capable de faire ce complexe de molybdène, qui est magnifiquement biomimétique, avec un atome de molybdène, 4 atomes de soufre, ici c'est un atome d'oxygène, et puis ce ligand biomimétique. Donc c'est un magnifique, c'est le premier complexe biomimétique des formiates déshydrogénases qui a été synthétisé. Vous voyez, ça a été publié il n'y a pas longtemps.
évidemment, à partir de là, quelle est son activité catalytique? Ça doit être un fantastique catalyseur de réduction de CO2. Et la réponse, c'est non. Il est nul. Donc, c'est une autre leçon. Ce n'est pas parce que c'est bio-inspiré ou biomimétique que ça marche. Peut-être d'ailleurs qu'il est trop biomimétique. Vous voyez, peut-être de copier bêtement, c'est moins bien que tout à l'heure où on s'inspirait, on s'éloignait un peu de la réalité. Non, en fait, on a essayé de comprendre, et on continue à travailler dessus, on a essayé de comprendre pourquoi il n'est pas bon, parce que par ailleurs, c'est un excellent catalyseur de réduction des protons en hydrogène. C'est parmi les meilleurs réducteurs de protons en hydrogène. Et la raison pour cela, c'est que, voilà, c'est un peu, enfin, là, je rentre vraiment dans le détail, des calculs théoriques ont montré, si vous voulez, que lorsque vous ajoutez des protons et des électrons, ce qui se passe, c'est que vous avez un atome d'hydrogène sous forme d'hydrure sur le molybdène, et grâce à cet atome d'oxygène, vous avez un proton ici, et donc vous avez ces deux atomes qui sont très proches l'un de l'autre et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire de l'hydrogène. Et donc, même si vous êtes dans un gros tas de CO2, vous n'avez pas de réaction avec le CO2 parce que ce que fait ce système, c'est de faire de l'hydrogène. Bon. Donc on travaille maintenant pour améliorer ce système. Et vous voyez, je vais m'éloigner un peu, je vais être un peu moins biomimétique. Et on a fait un complexe de nickel. Alors ça, c'est pas publié. Et ça, c'est la thèse de Thibault. On a fait un complexe de nickel avec le même ligand. Alors, il n'y a pas de complexe molybdoptérine avec du nickel dans la nature. Il n'y a que du molybdène. Mais nous, on a mis du nickel. Et là, on a les premiers résultats qui montrent qu'avec du nickel, on a dans ces classes de molécules, ça n'avait jamais été observé, et on a des catalyseurs qui sont capables c'est vraiment très préliminaire, pas publié, donc qui sont capables de réduire le CO2, de catalyser l'électroréduction du CO2 en acide formique et en monoxyde de carbone. Vous voyez, à nouveau, c'était vraiment pour vous montrer cette démarche de bioinspiration. Et puis je vais terminer sur un exemple, puisque je vous ai dit que je vous parlerai aussi de comment traduire une réalité moléculaire en réalité hétérogène, solide. Et je vais vous citer un exemple de notre laboratoire. Mais avant, je vais vous citer un autre exemple, très rapidement. Vous vous souvenez du photosystème 2 dont je vous ai parlé, celui où se fait la décomposition de l'eau en oxygène et avec les électrons qui partent dans la photosynthèse. Eh bien, le site actif où se fait cette oxydation de l'eau en oxygène, c'est dans le photosystème 2, c'est un système à base de calcium et de manganèse. Donc c'est un petit cluster de calcium et de manganèse qui est très doué pour accumuler des équivalents oxydants et pour oxyder l'eau à 4 électrons en oxygène. Eh bien, il y a un certain nombre de chimistes, vous voyez, dans les années 2010, qui se sont inspirés de cette réalité moléculaire pour tester la capacité de certains matériaux, des oxydes mixtes de calcium et de manganèse. Vous voyez, par exemple, celui-ci est le plus efficace, et pour s'apercevoir que ces matériaux-là, qui ont été testés justement parce qu'ils ont des ressemblances avec le système moléculaire naturel, mais qui sont des solides, ont en effet des propriétés. Alors, ont en commun le fait d'avoir des atomes de manganèse dans différents degrés d'oxydation, d'avoir du manganèse et du calcium, enfin, etc., etc. Et ces matériaux sont capables de catalyser l'oxydation de l'eau. Donc, vous voyez, inspiration moléculaire qui se traduit en solide. Et moi, je voudrais vous parler aussi d'oxydation de l'eau. Et la question que nous nous sommes posée, pourquoi ne pas utiliser du cuivre plutôt que du manganèse et du calcium pour faire de l'oxydation de l'eau? Et ça, c'est venu très récemment d'un article qui est sorti dans le Journal of American Chemical Society en 2014, qui a rapporté cette chose assez étonnante,
qu'une enzyme à cuivre, comme la lacase, alors je dis que c'est étonnant parce que la lacase est connue depuis très très longtemps, est utilisée y compris sur le plan biotechnologique depuis très très longtemps, mais pour faire de la réduction de l'oxygène en eau. Et pour la première fois, ces gens-là ont regardé si cette enzyme était capable de faire la réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire oxyder de l'eau en oxygène moléculaire, comme dans le photosystème. Et la réponse, c'est oui, de façon étonnante, cette enzyme est capable de faire ça, ce qui met en avant, à ce moment-là, vous voyez, pour le chimiste, à nouveau, qui est dans cette démarche de bio-inspiration, si je cherche des catalyseurs intéressants pour faire de l'oxydation de l'eau, eh bien, il y a aussi le cuivre, puisque cette enzyme lacase est une enzyme à base de cuivre. Vous voyez, il y a 3 atomes de cuivre ici, dans un environnement très azoté, puisque ce sont des imidazoles d'histidine. Et donc, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas regarder des matériaux à base de cuivre pour faire de l'oxydation de l'eau. Eh bien, et je vais terminer là-dessus, nous avons mis au point, par cette approche de bio-inspiration, un matériau, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ça irait trop loin, mais nous avons élaboré un matériau à base d'oxyde de cuivre, poreux, vous voyez, mésoporeux, dendritique, vous voyez, tout ça c'est du cuivre, qui s'avère, et en électropolymérisant de l'imidazole ou du cuivre imidazole, comme dans l'enzyme, qui est entourée d'imidazole, nous avons gardé la porosité et la dendricité du matériau avec des dépôts de particules d'oxyde de cuivre à la surface de ces dendrites. Vous voyez ici les particules d'oxyde de cuivre. Et ce matériau est un matériau absolument merveilleux, excellent catalyseur d'oxydation de l'eau, une surtension de 270 millivolts pour un courant de 10 mA par centimètre carré. Vous voyez, on arrive à avoir un courant avec un rendement faradique en oxygène de 90% pendant 40 heures. Ici, on s'est arrêté là, mais c'est un matériau merveilleusement stable. Et en gros, on est parti de cette idée qu'il fallait travailler sur du cuivre pour faire de l'oxydation de l'eau, parce que la nature pouvait faire ça avec du cuivre. On s'est inspiré de certains éléments de ce système enzymatique pour construire, vous voyez, un matériau poreux, dendritique, et avec des nanoparticules d'oxyde de cuivre en surface. Et ça, c'est un travail qui a été développé très récemment par Victor Mougel au laboratoire et ce postdoc vietnamien qui est un pur génie. Voilà, qui a été soumis, qui n'est pas encore publié, qui a été breveté et qui intéresse maintenant les industriels. Et il s'avère que ce matériau lui-même, je ne rentre pas dans le détail, est aussi, lorsqu'il est traité dans certaines conditions, celui-là est aussi capable il est légèrement différent, ce n'est pas tout à fait le même, mais c'est un matériau à cuivre, il est capable de réduire le CO2 en acide formique, vous voyez, à 90%, très stable, de sorte que aujourd'hui, nous travaillons avec l'idée de construire des cellules électrochimiques, des électrolyseurs, qui seraient uniquement à base de cuivre, cuivre pour la réduction du CO2 en acide formique et cuivre pour l'oxydation de l'eau. Donc, imaginez, et actuellement au laboratoire, je peux vous donner d'ailleurs... Voilà, au laboratoire, nous mettons au point des petites cellules électrolytiques et avec simplement du cuivre, donc il n'y a plus de platine, de rhodium, etc. Simplement avec du cuivre, nous faisons une cellule électrolytique où à l'anode, nous avons de l'oxydation de l'eau sur ces matériaux à base de cuivre et à la cathode, de la réduction du CO2 en acide formique sur des électrodes à base de cuivre. Il s'avère que nous ne faisons pas que, et c'est ma dernière diapositive, nous ne faisons pas que du cuivre. En l'occurrence, pour l'oxydation, nous avons trouvé un matériau qui est tellement bon pour faire l'oxydation de l'eau que toutes nos cellules vont utiliser ce matériau pour l'oxydation de l'eau, pour la partie anodique. Par contre, du côté de la cathode,
pour la réduction du CO2. Nous avons des matériaux donc, à base de cuivre pour la transformation du CO2 en acide formique. Nous avons pour la transformation du CO2 en monoxyde de carbone des matériaux à base de graphène dopés à l'azote et au fer, c'est-à-dire à base d'atomes de fer, qui sont des très très bons catalyseurs pour la réduction du CO2 en monoxyde de carbone. Et depuis très peu de temps, nous avons un catalyseur, mais là je suis obligé de le... Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en train d'être breveté, un catalyseur qui est capable, y compris, de faire de l'oxydation du CO2 en hydrocarbures, propène en particulier et propane, ce qui est évidemment très très intéressant. Et sur ces considérations, j'espère avoir pu vous montrer quelle était la nature de cette démarche de chimie bio-inspirée et vous montrer aussi qu'elle est productive. Je crois qu'il y a plusieurs des exemples que je vous ai montrés qui sont vraiment de très jolis exemples de succès dans cette approche. Et je vous remercie.